Parlotte. Petite réunion de gens, spécialement de jeunes gens, qui se rassemblent pour causer ou pour s'exercer à la parole et à la discussion. Oh, mais C'est dingue. ouais. Les parlottes, c'est quoi? Les parlottes sont un cycle de table ronde entre jeunes actifs et professionnels du milieu de la création. L'enjeu principal de ces échanges est de permettre aux jeunes créatifs de découvrir la relation entre création d'entreprise et parcours artistique. Comment lier les deux et construire une manière de travailler en accord avec ses valeurs? Un podcast produit et réalisé par l'association Les gens géniaux. Nous recevons Inès et César de l'atelier Plus 1 et Lucille et Nina du collectif Ça va pu pour nous parler de l'amitié souvent présente dans ces milieux professionnels. Ils nous ont parlé de la répartition du travail dans leur structure, de comment et où trouver des personnes de confiance et avec qui travailler, et de comment ils pouvaient gérer leurs désaccords. Bienvenue. Ou rencontrer des gens avec qui travailler. Je pose là. Ouais. Wow. Punaise. On va partout. C'est bon, je pense qu'on a répondu. C'est assez large. Peut-être de vos expériences Bah, plus personnelles. Ouais, moi ça me fait tout de suite penser à une expérience plus personnelle que celle du collectif, mais en fait c'est lié. Ouais. Vas-y. C'est extrêmement lié parce qu'on peut avoir chacune un parcours qui nous font déjà rencontrer des gens et après au sein de notre activité et de nos actions on peut les entremêler quoi. Ou rencontrer des gens. Nous, on pratique le chantier ouvert et j'ai quand même l'impression que c'est un des moyens de rencontrer des gens, d'ouvrir notre pratique de la construction à tout le monde. Ça nous a fait des belles rencontres en tout cas. Et donc après, tu peux te poser la question de est-ce que tu continues de travailler avec ces gens que tu rencontres. Voilà. Mais ouais. Tu peux répéter la question exactement? Rencontrer des gens. Avec qui on travaille? Mais pas forcément ses associés, du coup. Pas forcément. Mais du coup, il y a parce qu'effectivement, il y a. Mm. Pardon. Du coup, c'est ce que tu disais. Enfin, ce dont tu parles, effectivement, c'est de travailler ponctuellement avec des gens. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose de travailler avec des gens ponctuellement et de choisir les gens avec qui tu comptes travailler pendant potentiellement plusieurs années. Et là-dessus. Il y a déjà l'école. C'est le premier endroit où on va trouver des gens avec qui on a des affinités, on va dire, par défaut, parce qu'on a appris le même vocabulaire, les mêmes codes. On a potentiellement fait des projets d'école ensemble, donc on connaît certains réflexes ou des styles. Je sors la lanterne. Je peux parler dans le noir. Ensuite, convivial. Faut mettre 2 verres, ça va. Ensuite, ça dépend aussi de ce que les gens aiment faire, mais je sais que, si je peux parler pour nous, on est un groupe assez sociable ou social, dans le sens où on aime bien aller dans des tables rondes comme ça, des expositions, des inaugurations, des rencontres, des conférences. Et c'est souvent des moments où on hésite de moins en moins à se jeter à l'eau et à aller voir quelqu'un qui nous intéresse et dire ça t'intéresserait de travailler avec nous. Et souvent c'est parce qu'on voit chez quelqu'un un potentiel qui évidemment nous intéresse. C'est rarement désintéressé. Est-ce que tu as un exemple de ça, par exemple, avec une situation, ce que tu as dit à quelqu'un? Et par exemple, on a une conférence avec une agence qui fait des groupes scolaires. Et on se dit, nous, on kifferait trop faire un groupe scolaire, on aime ce que vous faites. On a telle compétence. Et, par exemple, nous, c'est comme vous un peu, c'est le temps du chantier qu'on met en valeur. On met en valeur le travail de réinsertion. Et on va dire, nous, on sait mettre ça en valeur. Est-ce que ça vous intéresse si on fait une candidature ensemble et qu'on vous apporte une compétence plus d'expérience dans le temps, d'avoir fait plusieurs groupes scolaires. Surtout en architecture, si on veut faire des marchés publics, on ne peut pas les faire sans référence. Donc, de fait, on est une profession, on est obligé de s'associer au départ. Est-ce que c'est des copains ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais moi je vais rentrer direct dans le vif du sujet. C'est pas, pour revenir typiquement pour reparler de l'école et
c'est pas parce qu'on est copains et qu'on s'entend bien qu'on travaille bien ensemble. Et je pense que c'est. On va en reparler plusieurs fois. Le sujet. C'est un peu le sujet, je pense, qui va revenir sur la table. C'est que il y a beaucoup de gens qui font la mauvaise expérience de se dire ah bah on s'entend super bien, on a fait un peu des projets d'école et ensemble. Et donc forcément, une fois qu'on va. Si on formalise ça et qu'on se met à travailler ensemble, ça va marcher. Et je dis pas ça pour refroidir des ardeurs, hein, c'est plutôt qu'il faut le savoir parce que Non, c'est une réalité. voilà, c'est que c'est une réalité et que c'est juste les rapports humains classiques, normaux. C'est que quand on travaille ensemble, quelle que soit la relation contractuelle ou la relation de travail, de fait on aborde des sujets qui sont au-delà de l'ordre de l'amitié, quoi. Le plus évident, c'est l'argent qui arrive souvent assez vite. Mais aussi, il y a des visions différentes, il y a des chemins de vie qui évoluent. Il y a l'obstination des gens. L'envie d'implication, enfin bref. Et du coup, c'est sûr que ça fait un peu fantasmer, mais c'est périlleux aussi. En fait, moi je le mettrais du même niveau que de travailler avec la famille. Sauf qu'avec les copains, on n'a pas ce lien de sang. Mais par exemple, si je nous présente un peu, en fait, chez A+1, on est 3 architectes associés. Il s'avère qu'on est de la même promo d'école d'architecture. Et quand on s'est associés, au tout début, c'était juste pour être colocataire d'un atelier où on mutualisait des outils. Donc c'était purement dans l'objectif de sortir de nos chambres pour fabriquer des choses à une échelle un peu plus intéressante, de partager des expériences et aussi d'être en coloc avec des copains réalisateurs, une metteur en scène, une graphiste, et comme ça générer des projets, mais qui étaient d'abord dans un intérêt ludique et de vouloir expérimenter et de mettre à l'épreuve des objets. On n'avait pas du tout une ambition d'agence. Et c'était juste qu'on a passé la HMO ensemble encore en même temps, et on a vu pendant les débats on se posait des questions très similaires. On travaillait dans des agences différentes pour notre HMO, ce qui faisait quand même qu'on apportait des avis différents. Et finalement, on nous a confié un projet. En fait, c'est d'autres personnes qui nous ont vus capables d'être une agence. Nous, on avait très peur en fait de ce côté d'amitié parce qu'on savait que c'est dangereux en fait de s'associer avec des amis parce qu'on mélange des choses. Ça dérape en apéro, une réunion dérape en apéro et en fait c'est voilà, c'est je crois. Peut-être. Et voilà. Tu sors un peu du sujet. Mais oui, mais où les rencontrer, tout ça, pour dire que nous, par exemple, on s'est rencontrés à l'école, mais c'était, on va dire, involontaire. On était à l'école, il s'avérait qu'on s'est bien entendu, et qu'à l'avenir, nos chemins se sont recroisés pour partager certains trucs, et ça a provoqué ensuite une autre histoire. En fait, c'est difficile de se dire où trouver des gens avec qui travailler, parce qu'en fait, on va rarement les chercher quand c'est pour créer une structure, quoi. En fait, pardon, vas-y. Moi, ça me donne envie de rebondir sur aussi comment SavaPu s'est monté. On s'est rencontrés pendant nos études aussi, en DSA alternative urbaine, et on était dans 2 promos différentes, donc à une année d'écart, quoi. Et c'est à la sortie moi j'étais diplômée depuis 1 an et donc du coup les autres ont fini leur diplôme, et là on s'est posé la question de comment on peut faire corps ensemble aussi au départ pour s'éclater, pour s'amuser. Enfin on sortait des études, donc on avait envie de se professionnaliser, mais en mode voilà, chacun va faire sa vie de son côté et bosse dans les structures
choisis ou quoi, mais en dehors de ces boulots en agence ou en asso, en service civique ou des gens en contrat, enfin, et ben comment on peut s'amuser entre nous et être nous-mêmes commanditaires aussi des projets ou des actions à mener. Et du coup, c'est parti d'un truc hyper fusionnel de copains-copines de diplôme où en fait on s'entendait super bien pendant nos études et on s'est dit on peut forcément faire des choses cool. Et en fait, très vite est arrivé les sujets dont tu parles, quoi. Il y a aussi à quel moment tu professionnalises ton activité et ça devient pas simplement du loisir, ça devient ton activité principale. Là, il y a des différences qui commencent à se montrer et des grosses disparités, des envies complètement différentes ou des besoins complètement différents. Et donc là, tu as la vie du collectif que tu as monté qui évolue, quoi. Et il y a forcément d'autres sujets comme l'argent, l'implication, la limite entre le pro et le perso, tout ça qui rentre en jeu. Et on s'est aussi rencontrés pendant nos études. Mais on n'avait jamais travaillé ensemble par contre. Ouais, vu qu'il y avait ce décalage de promo et qu'en plus on était au début du DSA alternative urbaine, donc on était un peu crash test, quoi. On n'a pas vraiment eu de projet commun. Donc on n'a pas pu, c'est juste vraiment des affinités d'atelier. Par contre, on était non-stop ensemble dans le même atelier, quoi. Pendant au moins 1 an, du coup. Florence, tu peux peut-être continuer. Boire et travailler. La bonne question. Pas forcément. Ça dépend. Et bah ouais, parce que, en fait c'est quand même super cool de pouvoir boire des coups. Là nous on l'a fait, il n'y a pas... c'était avant-hier, ouais. Mais ce besoin, d'ailleurs c'était avec les artichauts. Donc c'était pas que ça va plus, c'était tu passes la journée à essayer de discuter ensemble de projets, de machins, de trucs, et en fait t'as envie de terminer par un temps un peu plus convivial où là tu te racontes un peu plus ta vie et tu quittes le champ professionnel, quoi. Ça fait du bien. Nous on a je sais pas, c'est-à-dire tu me corrigeras si en fait au tout début ça dérapait en apéro souvent et en plus on était dans un contexte, on avait notre atelier au Grand Voisin donc ça poussait beaucoup à boire des bières à partir de 17h, surtout parce qu'on avait une terrasse où tout le monde squattait avec des bières, donc ça appelait à ça. Mais aujourd'hui quand on parle de projet on ne sait jamais dans le cadre d'un apéro. Mais quand on va parler par exemple de sujets plutôt admin, avenir de l'agence, où là on se retrouve plus entre nous trois et nos copains, c'est vrai qu'on va prendre un dîner ou boire, ne serait-ce que parce que ça dédramatise des sujets qui peuvent faire flipper certains ou certaines, du genre la stratégie de la boîte, parce qu'il faut tout de suite parler, en plus là on est jeunes trentenaires, il y a des sujets qui se posent pour certains qui se posent pas pour d'autres, genre est-ce que je veux avoir des enfants, est-ce que je veux m'acheter une maison, est-ce que je veux de la stabilité ou pas, et c'est sûr que quand tu portes une société ça prend des risques, et en parler avec tes copains même s'ils sont très proches c'est pas toujours délicat, c'est pas toujours facile, pardon, et parce que voilà, ça devient très personnel et la stratégie administrative peut refroidir certaines, peut faire peur, quoi. Non, moi je rajouterais que en fait c'est ni bien ni mal en soi de prendre des apéros, c'est juste que en fait c'est encore une fois c'est faut le cadrer, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut un peu le décider, tu vois, de dire je sais pas comment dire. En fait ça dépend si tu veux une conclusion à ton débat ou si tu veux que ça ouvre à des sujets. Mais si tu veux conclure en buvant des coups, c'est je dis pas que ce soit l'alcool, mais c'est même en buvant du thé ou dans même un café. En mangeant, en fait, on est très facilement distrait par certaines choses. En fait, ce que j'allais dire, c'est effectivement l'alcool, boire, c'est un peu, je pense, dans la question, c'est un peu la provocation, mais de manière générale, en fait, ça fait pas de mal, pardon, ça fait pas de mal de respecter un certain formalisme dans certains cadres. Et du coup, par
parfois ça fait un peu peur, tu te dis non mais ça va, on est copains, on se comprend, genre on peut discuter des choses un peu facilement comme ça et tout. Et en fait tu te rends compte que quand tu fais ça, bah ça marche pas toujours. Et que parfois te forcer à prendre de la distance avec les choses, et du coup, pas que ce soit dans un cadre forcément festif, j'ai l'impression d'avoir que des commentaires de rabat-joie. Non, mais j'adore la fête et j'adore travailler avec des copains, mais le fait de savoir comment mettre de la distance, parfois, c'est pas. Enfin, il faut que ce soit intégré parce que sinon, en fait, tout se dilue dans l'amitié. En fait, et du coup, tu sais plus faire la distinction entre le pro, le perso, le truc. Et du coup, si tu. Enfin, tu vois, tu dis des choses importantes pendant un apéro, et puis le lendemain, toi, t'as compris une chose, et puis l'autre, il a compris l'inverse, et tu dis, ah mais non, attends, on n'est pas du tout raccord sur ça. Et bref, et du coup, ouais, il faut picoler, mais à des moments choisis. En fait, l'interprétation de l'apéro, par exemple, pour nous, c'est avéré qu'on a fait. Au départ, on travaillait beaucoup avec des copains, c'était le principe. Nous, en plus, on mettait ça en valeur, de se dire, bah, on a tout un réseau, autant en profiter, quoi. Mais on a eu parfois des mauvaises expériences dans le sens où quand il s'agit de respecter des délais, d'avoir des livrables, d'accepter les critiques sur son travail, bah pas tout le monde l'accepte très bien. Et nous on a vu par exemple avec un copain en particulier qu'il voulait toujours tout régler avec un apéro, mais en fait on ne touchait jamais les sujets importants. On nous le mettait sur le dos parce qu'en fait on voulait pas prendre le temps de réfléchir aux sujets importants et qu'on était trop pragmatique à vouloir reprendre certaines choses, donc ça rendait la chose très délicate et on a fini par conclure de dire bon, ok pour ce projet mais on n'en refait plus d'autres, quoi. Et pour préserver l'amitié. Ouais. Donc, et je pense qu'il y a des agences où des copains ont arrêté d'être copains mais sont restés associés parce que ça se passait mieux aussi. Je pense que ça... Du coup, au final, vous avez un peu même passé sur le mode apéro de fin de travail, quand même avec des associés amis, mais du coup vous différenciez un peu le moment où vous voyez peut-être en dehors du travail sur le week-end, où vous pouvez prendre un apéro dans un... Et en plus, je trouve qu'avec vous, il y a la question du lieu au Grand Voisin, où du coup il y avait aussi le côté... le lieu vous invite aussi à boire avec les gens que vous côtoyez au quotidien, enfin, même si c'est pas vos associés directs, tu vois. Après, c'est une question de. Là-bas, c'était trop bien. C'est une question d'organisation, je sais pas, mentale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent switcher. C'est une espèce de jeu de rôle en fait. Et, moi, je sais que je suis pas toujours le même entre nous, avec des clients, avec des entreprises. Et parce que en fait, juste tu t'adaptes en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et du coup, c'est pareil, quand tu es avec des copains, tu t'adaptes aussi en fonction de la situation parce que tu vas pas dire la même chose sur le même ton à la personne selon le moment de la journée, ce que tu as envie de faire passer comme message, etc. Donc oui, il faut que les deux sont complémentaires, quoi. Il y a des moments où il faut un peu s'imposer, dire ok, on est que associés et on parle des choses. Et du coup, tu peux dire des choses tous les jours, quoi. Du coup, tu peux dire des choses. Ça devient vite. Tu peux dire des choses un peu plus durement, de manière un peu plus abrupte. Mais après, tu te dis c'est pas grave parce que ça, c'était, on va dire, notre visage travail. Et maintenant, on peut boire des coups et être amis. Et c'est pas incompatible, quoi. Mais par exemple, les Grands Voisins, il y avait c'était tellement atypique parce que c'était très central dans Paris, donc c'était très facile de faire venir des personnes. Donc finalement, l'apéro, il devenait plus mixte. Qu'on se croisait avec énormément d'autres structures, donc ça c'était très chouette parce que ça nous permettait de créer des liens de façon très informelle, non intéressés justement, et parfois ça a amené à des projets parce que en fait on se connaissait, on se disait ah mais oui, des gens qui n'avaient pas forcément le réflexe de consulter des architectes disaient mais en fait pendant des semaines eux font ça, et si on leur demandait, et ça c'est vrai que c'est des liens d'amitié, quoi. Mais donc c'était un terrain super propice pour créer plein de connexions. Mais bon, on était là-bas, donc c'était un peu paresseux. Et en plus, il y avait le bar, donc t'avais pas de vaisselle à faire après, des trucs. C'est pratique. Parce que voilà, il y a des règles de cohabitation qu'entre copains, tu vas te dire, t'as moins de mal de les faire passer quand c'est quelqu'un qui n'a pas un lien d'amitié.
genre range ton bureau. Et que si c'est un copain, bah, tu vas lui dire ah t'es relou, range ton bureau, il va dire ah ben ça va, demain. Mais en fait c'est ça, en fait dans une agence je pense qu'il y a beaucoup de choses du quotidien qu'on sous-estime parfois. Des choses un peu institutionnelles quoi, que tu dis qu'il faut ramener un peu parfois, que tu perds avec tes amis. Bah ouais, un peu comme le côté range ton bureau, même si c'est ton associé quoi. C'est ça, et en fait ce que dit César c'est que nous par exemple c'est ce qui nous préserve un peu et qui fait qu'on reste bien copains, et d'autant plus que révélation on est un couple. Donc en fait on a vraiment besoin de s'imposer des règles parce que sinon tout est mélangé et tout peut devenir sujet de crise quand ça va pas quoi. Parce qu'en fait c'est comme par exemple un conseil avec tes amis qu'on ferait votre pacte d'associés ou les statuts de la boîte. En fait c'est compliqué et on a du mal à se projeter, mais il faut toujours s'imaginer comment ça se passera quand ça ira pas quoi. Et de se dire et d'être conscient que par exemple moi quand je m'énerve je réagis d'une façon, mais César quand il s'énerve il va, tu vois, certains vont se braquer quand ils sont agacés et c'est très important d'être conscient des limites de chacun pour bien jouer et pour bien lancer, parce qu'en fait nous par exemple on travaille pour un projet, nous notre intérêt c'est que le projet sorte, mais voilà il y a plein de sujets après qu'on va se mettre d'accord ou pas. Moi j'aurais juste une question et c'est pour toi en plus. Comme tu es en service civique, du coup ça va plus et que du coup ils se connaissent amis. Comment se passe un peu le fait de justement en fin de journée de se faire un apéro et je sais pas, même tu peux répondre aussi hein, sur l'intégration, tu vois, comment vous avez un peu intégré Nina dans votre un peu rituel, je sais pas, de boire des coups avec les artichauts, tout la ça. La situation a beaucoup changé ces 6 derniers mois aussi. Ah, bah parfait. Au sein de ça va plus, mais vous ne buvez plus. Mais justement, il y a eu cette problématique. C'était un peu la question du stagiaire ou de la tierce personne qui vient sur un temps un peu temporaire, stage ou service civique. Comment toi t'intègres et comment, je sais pas, vous avec vos stagiaires, est-ce que c'est des choses que vous faites et comment vous le faites quoi? J'ai été hyper bien intégrée, je pense. Enfin, j'ai été invitée à participer. Je pense que j'ai pris cette invitation. Après, j'ai eu d'autres cas de figure de précédents stages, autres où ça s'est passé comme ça. J'en ai eu d'autres où ça s'est pas passé. Et du coup, c'est un peu plus délicat, mais c'est vraiment en fonction de ce qu'on t'offre comme espace. Et toi, si tu décides de l'occuper ou pas. C'est comme ça que ça s'est passé et ça s'est bien passé. En sachant qu'il y a une petite anecdote aussi de début janvier où en fait on est parti avec les artichauts vivre une semaine ensemble sur un chantier et qu'on a embarqué Lina avec nous quoi. Ah oui, mais t'es arrivé en service civique et dès la première semaine je t'ai dit alors voilà, en fait dans 1 mois et demi il se passe ça, on va tous partir, t'as le choix de dire oui, de dire non. Je t'explique le contexte et t'as à peu près 1 semaine ou 2 pour donner ta réponse. Et voilà, donc elle a choisi. Et là, là, on a vécu vraiment nuit et jour ensemble. Oui, c'est un contexte. Mais parce qu'il y avait ce besoin-là aussi. Et qui était super bienvenu parce que là on est en une petite mutation depuis même quand on s'est rencontrés il y a 1 an et qu'il y avait eu l'interview avec Lucas ou quoi. Il y a pas mal de monde. Nous, on a toujours ce truc on s'est toujours assumé en tant que collectif dans le sens où il y a un noyau dur, mais tu peux venir et partir quand tu veux. Du coup, il y a pas mal de gens qui gravitent autour de nous. Enfin, pas mal, on est quand même pas si nombreux que ça, quoi. Et là, on est 2 actives. Nina nous a rejoint, ça fait 3. Et puis, t'en as 2 ou 3 autres qui sont autour de nous, selon les projets. Et l'année dernière, on était jusqu'à 7. Avec 2 stagiaires longue durée, entre 6 et 8 mois, et donc les inclus dans les 7. Et ça faisait une grosse équipe où on a démarré en fusion complète et on a fini en défusion totale pour
différentes problématiques, et notamment de communication, ou alors pas d'espace. Justement, il n'y avait plus le « viens, on va boire un coup » pour se détendre et parler d'autres choses et se raconter nos vies et se mettre à jour. C'était le boulot, et il n'y avait plus d'espace autre. Et du coup, il y a un équilibre entre ces temps conviviaux, festifs, qui nourrissent des amitiés et du coup des liens qui peuvent être solides, qui peuvent solidifier des liens, je dirais, et le pas du tout. Et quand il faut prendre des décisions, c'est là, même ça c'est dans n'importe quelle dynamique collective, globalement, quand on veut prendre des décisions, il faut éviter de manger, boire, il faut être un peu très sérieux pour être sûr d'avoir des réponses, quoi. Et voilà, donc là, il s'est passé ça. On n'avait plus d'espace de convivialité, de festivité qui nous resserrait. Et du coup, là, il se passe un truc un peu fort avec les artichauts. Et vu qu'on est moins nombreuses, il y a aussi cette réflexion de comment on se greffe à un autre collectif. Et du coup, il y a eu cette proposition de partir en chantier ensemble et de vivre ensemble. Et là t'apprends sérieusement à connaître la personne. Et du coup, à savoir comment tu vas l'appréhender, comment tu vas appréhender ses sautes d'humeur ou ses doutes, parce que tu la connais dans son quotidien, et en plus sur un travail, sur un chantier. Voilà. Et donc, on l'a embarqué et c'était cool. Et on est plutôt bien sorti sur l'intégration, je crois. C'est vrai que c'est un plus, du coup, de cette intégration-là, un peu sur le temps festif, dans le cadre professionnel. Mais là, Parce que je sais pas, il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas forcément en stage se dire ok, je suis en stage, moi c'est le stage, après je rentre chez moi, j'ai pas forcément envie de boire un verre avec mes maîtres de stage. Enfin, ça dépend de tout à chacun, tu vois, mais est-ce que toi tu dirais c'est un plus peut-être? Moi, c'est hyper important pas nécessairement boire et travailler, mais pour le coup, pour avoir eu plusieurs expériences où juste l'aspect professionnel me plaisait plus ou moins, l'aspect intégration, ça fait la différence et c'est hyper important. J'ai eu un stage que j'ai fait en temps de Covid et c'était hyper dur. C'était hyper dur alors que l'aspect professionnel me plaisait. Mais c'était super dur et il y a des expériences professionnelles qui m'ont moins plu, mais où il y avait quand même ce côté d'intégration qui a fait que ça marchait, quoi. Et ça, c'est vraiment pas à négliger. Pas à négliger, quoi. Mais après, ça dépend du coup, de vos expériences un peu. Je pense que ça joue beaucoup aussi à l'échelle de la structure. Tu vois, nous, comme on n'est pas très nombreux, c'est un peu bizarre de laisser quelqu'un de côté. Tu vois, c'est pas comme si c'était une boîte de 10 personnes. Et dans ce cas, c'est vrai que chacun s'organise de façon différente. Mais quand tu as un quotidien où tu es 3 personnes, déjà, tu dois gérer tellement de choses, déjà du relationnel, les projets varient beaucoup, donc au plus tu inclus la personne, au mieux elle va se sentir, elle va mieux te comprendre et vice versa. Mais après, est-ce que ça débouche dans de l'amitié? Genre, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, il y a une confiance qui se fait, qui est certaine. Moi, je pense que les stagiaires qu'on a eus, on en garde un très bon souvenir. Quand on les voit, on est super content, mais après, là, spontanément, on va pas les appeler et dire ah tiens, viens prendre un apéro. Tu vois. Oui, en fait, le fait c'est que c'est là la différence entre copains et être familier. On a vu dans des agences, par exemple, ça devenait problématique où des associés se prenaient pour tes copains et t'es là, non, en fait, t'es mon patron et je suis ton salarié. On s'entend bien, mais voilà, quoi, il n'y a pas... En fait, c'est cette limite entre copains et le lien de travail. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, nous, on est familiers entre nous. C'est-à-dire, nous, j'entends nous trois, les 3 associés, parce que de fait, on est amis et du coup, et en plus, comme tu disais, un couple. Donc, on peut rentrer dans des sujets très familiers d'un coup, dire ah tiens, ce week-end, on était là, parler de nos vacances, parler de nos trucs. De nos familles, et du coup les gens qui travaillent j'allais dire avec nous, mais en fait pour nous entre guillemets, ils assistent à ça, ils sont témoins de ça, donc forcément nous on les sort pas de ça, on s'en cache pas, mais c'est sûr que et on est très familier avec eux et on fait en sorte que ça se passe le mieux possible et tout, mais de fait ils savent que c'est notre structure dans le sens où eux ils s'impliquent. On cherche à faire en sorte qu'ils s'impliquent à la hauteur de ce qu'on leur demande aussi, c'est-à-dire
parce que comme tu dis, tu peux te retrouver dans des schémas un peu compliqués où les personnes s'impliquent beaucoup et après elles en attendent beaucoup aussi, et puis en fait après tu dois parler encore une fois toujours des questions d'argent, des questions de trucs, et puis c'est des sujets en fait où il y a de fait une hiérarchie que tu essaies peut-être d'effacer mais qui en fait peut être là, tu vois. Donc en fait c'est la même chose que quand on me disait comment dire, quand tu t'associes, tu dois savoir pour quelles raisons, etc. Et quand tu fais travailler quelqu'un avec ou pour toi, tu dois aussi être clair sur pourquoi cette personne est là et quelles sont ses missions et tout ça. Donc ça n'empêche pas bien sûr d'être familier et que ça se passe très bien. Voilà. Mais il faut que chacun sache aussi où. Puis il faut le faire petit à petit en fait. Il y a des liens. Ouais, les liens les plus forts, c'est ceux qui se font dans le long terme. Et par exemple, un stagiaire, nous par exemple, il va prendre maximum 6 mois. Donc il y a une confiance qui se fait. Après, on leur a peut-être proposé de travailler ensemble. Puis après, du coup, ils voient aussi notre côté obscur. Au boulot, ils se disent oh là là, j'ai vraiment envie de rester là. Ouais, c'est clair. Et puis après, je pense que ça dérive aussi sur le temps libre. Nous, quand on finit la journée, déjà qu'elles sont grosses, on a des activités, par exemple sportives. Donc parfois, il s'avère que la journée se termine et on part, quoi. Donc il n'y a plus tant de temps possible pour boire des coups, à part au déjeuner. Déjà, on déjeune ensemble. Déjà, le temps du déjeuner, c'est quelque chose. Hein. Quand tu es avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas trop, ça peut faire des malaises. Donc je pense que c'est important de bien s'entendre et de créer Moi, j'ai juste une question sur comment, la fois où vous avez recruté votre premier salarié, déjà, est-ce que votre formation, d'être 3 entre guillemets, est-ce que c'est déjà quelque chose d'immuable pour vous? Et du coup, vous avez peur de dénaturer cette sensibilité que vous avez qui est commune en prenant par exemple un autre associé, en grandissant du coup dans ce que vous produisez mais conceptuellement dans vos projets, et du coup est-ce que cette personne c'était juste une force de travail en plus et il était admis qu'elle ne serait que ça? C'est quoi le rapport en fait quand on arrive et bouscule en fait, un associé c'est un gros engagement, c'est un mariage. Hein. Je sais, bien sûr, c'est pour ça. Mais c'est quelque chose de prendre un salarié. Non, mais la situation était assez simple. C'est créer la hiérarchie, ça doit être super bizarre. En fait, on avait besoin de force de production, comme tu dis. Donc on a pris quelqu'un et qu'on voulait le mettre dans des conditions correctes de travail, donc on l'a salarié. Mais on n'est pas du tout... on n'a jamais été fermé à s'ouvrir à d'autres associations et à ce que d'autres personnes aient le même statut que nous, au contraire. Mais de fait, je sais pas si ça répond à la question, mais... je pense que c'est peut-être pour aider. Il y a eu un gros sujet quand il y a eu toute la mode des collectifs, où c'était que des copains. C'était l'horizontalité pure. Et c'était l'horizontalité pure, et puis en fait, à partir du moment où tu dois gagner de l'argent, parce que à partir du moment où ça devient ton activité principale, tu dois en vivre, donc tu dois générer un certain nombre une économie, quoi. Et le truc c'est que nous par exemple là on a monté une SARL, c'est une société, on est 3 copains, mais il y a un moment où si on veut faire rentrer des projets, on doit être très en relation avec le client, dans le montage, dans l'admin, des choses pas très cool. Et on a besoin de quelqu'un qui fait du travail de fond, en fait, qui produit des plans, qui corrige les trucs, qui corrige, non, qui met à jour. Et en fait, c'est une hiérarchie qui est nécessaire, en fait. En tout cas, nous, on a du mal à voir comment on pourrait faire. On a essayé jusqu'à décembre, et là encore, on continue à dessiner les plans et à faire un peu tout. Mais c'est très, très énergivore. Et parfois, c'est au prix de ton amitié, tu vois. C'est qu'à un moment où, à force de travailler, tu te dis, attends, et ma vie de couple, elle est où? Parce qu'en fait, tu travailles, tu poses que des questions d'argent, de projet, des critiques, tout le temps. Et que ce soit pour le petit ami ou pour le copain, c'est important, en fait, de savoir déléguer des choses et de se dire, tu vois, par exemple, à nous 3, on n'a pas du tout les mêmes compétences. Certains vont être très bons en relationnel, d'autres sont très bons en exécution.
mais parce que c'est du plaisir, hein, c'est pas par... Et du coup, si on est 3, c'est aussi ça, c'est qu'on est un trépied, qu'on sait que quand il y a des désaccords, c'est rarement... c'est pas 2 contre 1, mais c'est toujours 2 qui vont être plutôt d'accord sur un truc, et on va accepter que c'est la règle de la majorité. Tu vois. On va rarement essayer d'avoir un consensus, parce que c'est très compliqué déjà, même à 3. Tu vois. On essaye, mais c'est... Ça me permet de passer à la suite, puisqu'on a passé pas mal de temps sur la première thématique, et je pense qu'on a abordé aussi des choses des suivantes, donc c'est super chouette. Je te donne ça, Pauline. Merci. Et choisis ce que tu veux, et puis du coup, ça permet de faire une super transition sur la répartition du travail et les rôles que chacun endosse. Si quelqu'un a déjà une question. Oui. Moi, Peut-être on a déjà un peu commencé. peut-être une, c'est un peu au début, quand vous avez vous n'avez pas vraiment bossé ensemble en études, un peu, comment vous vous êtes dit, ok, maintenant, ce qu'on va monter, notre structure un peu professionnelle, comment on fait un peu pour se donner soit des rôles ou des tâches, ou c'est un peu, au début on essaye de toucher un peu à tout, et après on voit genre qui se sent plus à l'aise avec l'admin, qui se sent plus à l'aise avec la gestion de projet, ou est-ce que genre au départ vous avez dit ok non, Inès toi tu feras ça parce que voilà, moi je vais pas le tout faire. Naturel, et ça a tourné en fait. Déjà, donc on est associés depuis 2015, mais la SARL existe depuis l'année dernière. Donc, par exemple, il y a eu tout un temps de je sais pas si vraiment on veut faire une SARL. Enfin, il y avait quand même une peur d'engagement, surtout qu'après la HMO, la barre est mise quand même assez haute, quoi, parce qu'on te dit pour faire un capital, normalement, si on voulait faire les choses bien, il faudrait au moins 40 000 € de capital pour assurer la crédibilité de la boîte et sa solidité. Et en archi, c'est très compliqué. En fait, on se met des exigences d'entreprise qui sont hautes. Donc là, on s'est dit, pendant 3 ans, on va voir. On a eu des opportunités aussi de co-traitance qui étaient quasiment du salariat. César a travaillé pour un paysagiste. Octave continue là à travailler. Par exemple, il est à mi-temps, il travaille chez un ingénieur. Moi, à un moment, j'ai travaillé beaucoup pour Encore Heureux. Donc on avait des rythmes différents qui ont fait que chacun a dû s'investir genre dans de l'admin parce que quand il n'y avait pas les 2 autres, il fallait faire. Donc on a un peu tous touché à ces trucs-là. Et naturellement, on a vu que certains comprenaient beaucoup plus vite les réglementations, d'autres kiffent trop faire des 3D, d'autres kiffent... en fait, ça s'est fait assez naturellement, et quand il y en a un qui est un peu saoulé, les autres l'aident. C'est compliqué de se coller des étiquettes parce qu'on évolue tous, quoi. Ouais, et puis le travail, c'est pas toujours plaisant. Donc il y a plein de trucs très chiants. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent ça doit être c'est votre passion, et tout le monde dit ouais, il y a des trucs très passionnants, mais il y a aussi beaucoup de trucs très chiants. Et du coup, forcément, on a tous tendance, je pense que c'est un trait un peu naturel, d'avoir tendance à se diriger plutôt vers les choses avec lesquelles on est à l'aise et avec celles qu'on aime faire. C'est un peu normal. Et du coup, comme disait Inès, il y a un moment où on se dirigeait un peu facilement, chacun vers... nous, on a la chance que tous les 3, on est assez... on est bien compatibles et on a des compétences assez complémentaires. Donc chacun pouvait faire la place aux autres dans sa compétence ou dans ses envies. Mais il y a un peu ce risque au bout d'un moment on prend souvent cet exemple parce que Inès par exemple est plutôt carrée sur les questions administratives. Et du coup, il y a un moment où elle mais faisait... ça ne me passionne pas du tout. Voilà, ça ne la passionne pas. Mais en fait, de fait... mais il n'y a pas le choix. De fait, il y a un moment où tu vas pas mettre la personne qui sait moins le faire sur cette tâche parce que en fait, ça prend tellement de temps que... Mais c'est surtout que celui qui sait mieux faire va venir derrière corriger. Oui, il y a un moment où tu te dis, ça sert à quoi, tu vois, je vais pas me faire du mal si en plus l'autre derrière va venir me dire, non mais... Pourquoi t'as fait un copier-coller, maintenant ça flingue tout. Bref, non, mais du coup c'est valable dans tous les domaines. C'est valable aussi pour les 3D, pour autre chose.
C'est-à-dire que y a un moment, tu es quand même un outil de production, donc si tu as des commandes ou des projets avec des clients et tout, il y a un moment, tu as des choses à produire. Et du coup, c'est sûr que tu vas mettre ça rejoint un peu aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la personne qui est salariée, on a tendance à la mettre sur des choses qu'elle est en mesure de faire ou qu'elle aime faire. Et on limite sa responsabilité aussi. Mais nous, en fait, en tant que gérant et associé et tout, on fait en sorte que chacun trouve une place, mais aussi nous, on a un regard un peu exhaustif sur tous les projets. Donc, de fait, on touche à tout parce que quand t'as pas vraiment le choix, t'es obligé de tout faire. Voilà, je vais trop parler. Mais du coup là vous preniez pas mal d'exemples des choses à faire, genre de l'obligation, etc. Et d'un fonctionnement du coup assez naturel où tout le monde trouve sa place ou alors se trouve à être plus à l'aise dans une certaine tâche. Mais je me dis dans les cas de figure où du coup c'est plus de l'ordre des envies, par exemple. Je sais pas si c'est une question du coup qui vient dans les projets, mais deux personnes ont envie de travailler sur la même étape. Les compétences sont peut-être différentes, mais tout aussi qualitatives. Comment est-ce que vous décidez de ce truc-là ? Est-ce que vous avez un peu un protocole, un systématisme ? C'est clairement la phase de la conception, où tout le monde a envie de mettre la main à la pâte parce que c'est le moment le plus excitant. Ça va dépendre. Soit le calendrier nous permet d'être tous les trois dessus, et dans ce cas, on se donne le temps, on fait une séance de travail. Il y en a toujours un qui a, soit parce qu'il a apporté l'affaire, soit parce qu'il a décortiqué le sujet, qui va l'annoncer et on va réfléchir dessus. En fait, c'est à la vitesse de proposition. Par exemple, notre associé Octave dessine avec beaucoup de facilité et beaucoup. Donc parfois il va arriver avec 8 crobards et on va tout de suite réagir dessus et se mettre d'accord. En fait, on n'a pas un protocole systématique en fait, pour concevoir et pour tous faire la même tâche, mais on se donne l'occasion, en tout cas un temps dans l'esquisse pour que chacun puisse réagir. Et ça peut être frustrant parfois parce qu'on se dit tiens, on a validé ça et puis d'autres veulent revenir en arrière et on se dit non, c'est trop tard parce que mettre en jeu le projet, mais en fait on essaye de varier au maximum les projets et on est tous les trois apporteurs d'affaires entre guillemets, donc en soi on donne tous les possibilités de faire ce qu'on aime. Et vous les Savapus, ça se passe comment justement? On n'a pas de protocole comme ça en conception non plus, on se met tous, selon les personnes qu'il y a au moment où il y a le projet, il y a quand même toujours une personne qui dessine. Et après, vu qu'on est souvent tout ensemble sur le chantier, par contre tout le monde regarde avant que les plans de chantier sortent ce qui est en train de se passer, déjà pour comprendre ce qui va être construit, mais aussi pour lui donner son avis, mais vraiment parfois c'est très pratico-pratique, là ça annonce un chantier, on voit des assemblages, on fait ah non, là en fait on n'est pas d'accord, on veut pas que ça se passe comme ça, on n'a pas le temps, ou on flippe de pas avoir le temps, et donc là on se remet tous autour de la table, mais il n'y a même pas de temps formel, quoi. Tu sais qu'il y a une période où les choses vont se dessiner et si tu es là au bon moment, tu donnes ton avis. Après, on a aussi toujours cette plateforme collective où on balance toutes les infos, tous les dessins et qui veut réagir, réagit. Là, il y a la petite particularité en ce moment avec, du coup, il y a Sabine et moi en active et en fait, je suis la seule à dessiner vraiment et à préparer les chantiers. Du coup, là, la charge de travail sur ce côté-là, elle est sur moi et Sabine va prendre le relais plutôt de suivi de projet administratif, logistique. Et parce que aussi, on lui a laissé la possibilité d'apprendre justement l'année dernière. Où du coup, ça c'est une partie aussi que je prenais beaucoup, moins sur les plans techniques, la conception. La conception, je pouvais donner mon avis. On était tous ensemble pour définir les plans de chantier. Et je faisais beaucoup plus l'admin et la logistique. Et du coup, il y a eu un transfert de connaissances pour Sabine qui était désireuse d'apprendre et justement qu'il y a une répartition
la charge de travail et une délégation de la charge de travail qui devenait trop importante. Et là, du coup, ça s'est fait pareil. On essaye, mais on n'y arrive pas tout le temps d'avoir une fois par semaine une réunion de projet, de calendrier. Et là, on va se redire des difficultés qu'on peut avoir pour supporter la charge de travail. Et du coup, là, on est 2, 3. Donc la répartition, c'est très court. Mais quand on est 4-5, et là, tu lèves la main, là, moi, je suis prête à prendre cette charge de travail. Là, j'ai le temps, vas-y, je peux passer ce coup de fil-là. Et du coup, ça devient hyper instinctif. Mais il n'y a pas de protocole précis de décision ou quoi. Voilà. Nous, par défaut, souvent, ça finit comme vous. Hein. Ouais. Parce que c'est ce que tu dis, c'est que le temps dit, ceux qui sont là, ils peuvent parler, mais si t'es pas là, faut pas mal le prendre, quoi. Mais il faut se dire, en fait, la machine, elle avance et on peut pas s'attendre tous tout le temps. Et puis un jour, tu t'attends, mais en fait, t'as trop mal dormi, du coup, t'as des idées de merde. Du coup, c'est trop aléatoire et c'est trop risqué pour le projet, à la limite, tu vois, Oui, je me souviens quand vous aviez vu aussi avec Lucas, on avait mis en place un truc, c'est là où on était 7 et potentiellement 7 à donner des avis. Et là, on s'est donné la règle des 72 heures. C'est-à-dire que tu diffuses une information sur la plateforme collective, tu as 72 heures pour donner ton avis. Au-delà de 72 heures, il ne sera plus pris en compte parce qu'il faut qu'on avance et que si ton avis, du coup, il est en train de faire tout changer, t'es là, attends, là, on t'a laissé 3 jours, tu sais très bien que le projet il est en cours, il faut qu'on avance, quoi. Donc on avait mis ce truc et ça a plus ou moins bien marché, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on faisait le petit rappel, genre vous avez 72 heures là pour répondre, au-delà de ça, là les commandes ça passe, on avance, quoi. Et du coup ça faisait réagir, quoi. Donc, quand on arrivait en réunion, qu'on était là, en fait là il reste plus que 24 heures pour donner votre avis, c'était assez rigolo. C'était devenu vraiment un truc entre nous où pour toute décision on avait 72 heures maximum, et voilà. Ça faisait pas, ça générait pas forcément des tensions parce que Non. ça fait un peu ultimatum. Ouais, mais en fait, des fois, c'est le cadre, c'est le fameux cadre qu'à un moment donné, faut donner où tu acceptes cette règle du jeu parce que sinon. Oui, et puis finalement, ça devient un jeu aussi. Ouais, ça, nous, en on s'en fait, est c'est amusé. comme un Hein. jeu, quoi. Ouais. Quand on joue au Monopoly, il y en a qui sont vénères parce qu'ils perdent, mais c'est la règle du jeu, tu vois. C'est ça. Mais après, ce qui est important, c'est que tu ménages des temps pour parler des règles aussi. C'est-à-dire que du coup, tu te dis, s'il y a un moment où cette règle de 72 heures, elle convient plus à 6 des 7 associés, c'est qu'il faut changer la règle. Mais du coup, il y a un moment, si on s'est décidé à la majorité ou au consensus d'un truc et que ça a marché un temps, et si ça marche plus, il faut trouver du temps pour modifier ça. Mais ouais, c'est valable un peu pour toutes les règles et tous les cadres, mais du coup, tu as un peu besoin de cadre. Et ça, en fait, ça fait peur, ce cadre, il fait peur au début parce que tu te dis, non, on va devenir une grosse machine, on va appeler de copains, machin. Alors qu'en fait, je pense que c'est l'inverse. On va devenir une entreprise, il y a des gens qui pensent à un robot, quoi. Ouais, et alors qu'en fait, il vaut mieux anticiper ça et que ça t'empêche. En fait, parce que ne pas y penser peut plutôt t'empêcher de faire des choses. Et puis ça peut être très. Soit hors sol, soit ça se diffuse. Si à un moment donné tu mets pas de cadre dans un groupe de travail, c'est comme le coup de l'apéro, quoi. Voilà, c'est qu'à un moment donné, quand tu dois prendre des décisions, il y a un cadre pour prendre des décisions, un cadre qui est plus propice ou pas, quoi. Par exemple, je pense que le temps du chantier, c'est un temps qui est toujours très révélateur sur les rapports entre les personnes. C'est-à-dire que par exemple, quand nous on anime un chantier, si César donne une consigne à un bénévole, moi je peux pas me permettre d'aller contredire la consigne de César, même si je suis pas tout à fait d'accord, parce que en fait la personne va être complètement perdue. Mais c'est la même chose pour un chantier classique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la commande est lancée, l'ordre est donné, le rôle des autres c'est de le soutenir ou de faire en sorte que ça passe bien, quoi. Mais on peut pas rentrer en conflit. Oui, il y a des moments. À partir du moment où l'idée est décidée, dans une phase de conception, dans un projet d'archi, parfois on a tendance à dire jusqu'au pro on peut changer d'avis, mais ça engendre beaucoup de conséquences. Et surtout que nous après on a un lien avec un client. Donc si on n'est pas rigoureux entre nous, c'est vraiment très difficile d'être rigoureux avec son client. Et c'est comme des enfants, c'est-à-dire que dès qu'ils voient une faille ou un truc qui n'est pas très clair, et ils foncent et on se casse tous la gueule, quoi. Donc,
fait rebondir sur la question de la responsabilité. Enfin, on a abordé le thème des rôles attribués, mais de la responsabilité de chacun. Quand il y a des rôles un peu définis et que... Si, Dans notre si cas, t'as fait la compta et que quelqu'un t'en veut, en gros, parce que c'était ton rôle. C'est ça. Ça, Ouais, c'est c'est la mais pire- ça, c'est ça la moins arrive, pire des situations. En hein. fait, pour nous, c'est Oui, souvent ça le- arrive. Ouais. C'est ça. Bah, tout le monde va faire une bêtise à un moment, ou une erreur, parce que c'est de l'inattention, parce que c'est manque d'expérience. C'est rarement grave, donc faut pas en faire des drames, et il faut pas que ça cause des manques de confiance. Après, ça peut arriver, hein, qu'il y en ait qui disent ah ouais, mais je pensais pas que tu ferais ça, ou il y a des gens parfois, voilà, il y a une grosse question de fidélité, tu vois, dans les copains, c'est qu'on part du principe qu'on est fidèle entre soi et qu'on va se respecter. Et ben, on va voir que parfois c'est pas toujours le cas, et il faut voir comment on réagit. Est-ce qu'on se dit il m'a trahi, voilà, relation d'amis, ou dire bon voilà, il a fait une erreur, on en parle. C'est super important déjà d'en parler, de se dire est-ce qu'on est d'accord sur la même erreur, de la responsabilité, est-ce que tu assumes aussi ce que tu as fait. Et après, tout le monde est là pour se soutenir. Enfin, nous, on le voit en archi, on paye un assureur qui est fait pour ça. L'année suivante, on paye plus, mais c'est juste qu'en fait, la question de la... À chaque fois, quand on prend une décision, on l'assume, et on est adulte, on fait en sorte de ne pas déséquilibrer, parce que vraiment, en fait, si on perd la confiance de quelqu'un dans le groupe, là, c'est... En fait, on parlait tout à l'heure du pacte d'associés ou du contrat que tu passes ensemble. En fait, c'est hyper important parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, genre, t'imagines les pires situations. Et t'imagines, et personne n'a envie d'imaginer les pires situations. C'est comme quand tu fais comment ça s'appelle, un testament ou un truc, bah oui, tu vas mourir à un moment, mais bon, il faut y penser, quoi. Et du coup, nous, dans notre pacte d'associés, il y a des trucs sur... s'il y en a un qui se met en faute, ou un qui veut partir, ou même un qui veut mourir, c'est des trucs, en fait... Qui veut mourir ? Donc qui va... Qui va mourir, qui meurt, c'est ce que je veux dire. En fait, c'est des sujets un peu graves et potentiellement dont personne n'a envie de parler. Mais en fait, vaut mieux l'évacuer dès le début et se dire, bah écoute, dans le pire des cas où aujourd'hui, là, on s'aime, c'est super, tout va bien, mais dans le pire des cas où il y en a un de nous qui, en fait, n'est plus raccord avec ce que les autres veulent, et bah, il a des possibilités de sortie dans des conditions correctes. Et du coup, ça, c'est des choses importantes parce que tu peux et pareil sur les fautes, en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir... en fait, tout ça, c'est des bases en fait, un peu de la démocratie. Mais si l'un des associés se met en faute, il faut qu'il y ait des outils de prise de décision par rapport à ces fautes, par exemple. Ou qu'on puisse dire, est-ce que s'il y a une faute, est-ce que les deux autres ont le pouvoir de virer le troisième, si là je prends notre cas où on est trois, ou de, je sais pas, qu'il y ait des outils qui permettent de parler de ces sujets. Et je trouve que du coup c'est pas mal, vous dans votre cas, parce que c'est la structure juridique, j'ai l'impression qu'impose ça et toute la responsabilité que tu as en créant une entreprise aussi. Et contrairement à nous... Et ben non. Enfin oui, mais... Tu rédiges des statuts. Tu rédiges des statuts, mais du coup, nous, si je prends notre exemple, on se protège pas, en fait, entre individus. Tu peux une asso sans... Et oui, parce que en plus, là, dans les actifs et les actives, on n'est pas membre du bureau, donc on n'est pas responsable, entre guillemets, de notre structure, bien qu'en fait, on dépend d'elle pour vivre, hein, donc il y a une certaine responsabilité quand même, mais justement... nous, ça a posé maintes et maintes fois des grandes questions et des grands débats sur quelle responsabilité tu prends au sein de cette structure, parce qu'elle te fait vivre ou pas. Est-ce que c'est la majorité de ton temps ? Est-ce que c'est la majorité de ton portefeuille à la fin du mois ? Et donc, tu vas t'engager plus ou moins, t'impliquer plus ou moins pour d'autres sujets. Et parce que tu es désintéressé, enfin bref, c'est hyper... Voilà, je suis partie sur autre chose, mais il y a un autre truc qui m'intéressait dans ce que tu disais. C'est que nous, ce serait peut-être un truc à mettre en place. Justement, gérer ces entrées et sorties où en fait on se fait confiance parce qu'on a démarré entre potes et qu'en fait, la plupart du temps, c'est quand même des potes qui viennent bosser.
Enfin, on bosse tous ensemble. Et là, on commence à avoir des petits cas un peu exceptionnels où, pour des missions particulières, on a eu besoin de recruter quelqu'un de l'extérieur qu'on ne connaissait pas, qui est devenu un copain. Mais du coup, comment on protège ce genre de relation vis-à-vis du projet, vis-à-vis de l'asso et même vis-à-vis de nous, quoi. Parce qu'en fait, le désengagement et la déresponsabilité, elle arrive très vite. Dès qu'il y a un désaccord, la personne, elle peut se retirer à n'importe quel moment en disant bah moi en fait j'ai ma vie, je veux la continuer comme ça, je suis plus en accord avec ces projets-là ou en fait voilà, ça va plus, ne me convient plus là à ce moment-là de ma vie et je pars. En fait. Et souvent je prends ma thune et je me casse sans suivre forcément les conséquences et prendre la responsabilité de ce qui va suivre, quoi. Et du coup des choix notamment financiers qui auraient été faits pendant que la personne était là. Enfin, là c'est ce qui nous est arrivé aussi, quoi. Et t'es dans la compréhension des choix de vie, la compréhension de bah là on a bossé ensemble pendant 1 an, c'était trop cool, ça a été des moments absolument merveilleux. Il y a eu un couac à un moment donné, mais du coup voilà la responsabilité, tout ce que tu racontes là sur les entrées et sorties, c'est des trucs que du coup nous en tant qu'asso et collectif à accepter les entrées et sorties, bah en fait on se protège pas vraiment parce qu'on n'a pas mis en place ce type de charte, quoi. Voilà, ça me donne envie d'en faire une. Vas-y Pauline, je t'en prie. Non, moi j'avais une question qu'on se pose en fait actuellement, c'est qu'on a créé l'asso toutes les deux, mais du coup on a aussi apporté un capital financier du fait du travail en fait qu'on a fourni, le temps de constituer le capital qui était suffisant pour ensuite pouvoir se salarier de cette association. Donc initialement on était dans le bureau, ensuite on en est sorti, maintenant on est salarié. Et c'était quand tu disais la personne se barre, prend la thune, et bah justement nous là aujourd'hui en fait on est une association, donc en fait on n'est pas censé être détentrice d'un capital, mais il se trouve que la réalité est autre, c'est qu'en fait oui aujourd'hui si l'asso peut fonctionner c'est parce que on a créé on a permis à ce capital là de se constituer et du coup je sais pas, je trouve qu'il y a un truc très finement lié en fait entre l'investissement que tu as, l'investissement financier que tu mets aussi dans une structure. Et du coup, je me disais, est-ce que concrètement, tu disais quoi quand tu disais la personne prend la thune et se casse? Parce que du coup, nous, on n'est pas salariés, il n'y a personne qui est salarié, on est tous indépendants, auto-entrepreneurs. Et du coup, il y a ce rapport-là dans l'asso où, quand il y a du projet, il y a de la prestation, il y a de la mission. Et ça, c'est lié à une action. Et après, tu as la vie de l'asso, administratif, bénévole, communication, ou même des projets engagés qui ne génèrent pas de prestations ou pas d'argent, où là, on fait le choix, chacune, de s'investir là-dedans, quoi. Mais là, je parlais surtout de... je fais vivre la structure en acceptant un projet et en acceptant de mener le projet et je me barre ensuite. Mais du coup, sans savoir comment la structure vit avec toutes les personnes qui restent aussi. Mais aussi parce que là, cet exemple-là que j'ai en tête, que j'ai pas trop envie de développer, mais du coup j'aurais dû me taire, c'est qu'il y avait des choix financiers à faire qui avait un impact sur les mois à venir et qui du coup avait surtout un impact sur celles qui restaient, les personnes qui restaient. Voilà. Et donc il y a eu cette espèce de désengagement des responsabilités parce qu'il n'y a pas de protection des relations au projet ou aux personnes ou à l'asso. Voilà. Mais c'est super. Mais du coup, non, mais c'est parce qu'on n'est pas salarié aussi. Je pense qu'il y a un truc un peu différent par rapport à vous. Bah ouais, la charge n'est pas du tout la même. Mais je pense que en gros, c'est pas forcément une question de statut, c'est-à-dire c'est pas. Il n'y a pas une grande différence en fait, entre l'association ou l'entreprise. Parce que le lien, c'est la manière dont tu contractualises les choses et dont tu rédiges en fait les rapports entre les personnes. Et du coup, c'est juste que ça prend une forme différente pour une asso, pour une entreprise ou pour d'autres formes de structures et la finalité n'est pas forcément la même. Mais en réalité, tu peux te protéger de la même manière avec ces différents outils. Et surtout que si nous on part, si par exemple moi je décide de quitter comme ça du jour au lendemain la société, de fait je peux pas
Parce que la loi m'oblige de vendre mes parts. Il faut que je leur vende obligatoirement à eux deux. Il faut qu'ils acceptent. Enfin, c'est assez long et c'est ce qui fait que parfois dans des sociétés, bah, t'as un associé qui est pas là, mais qui est là. Bon, et que tout le monde... Bah, Ça, ça, c'est la grosse différence. Nos moi, je parts trouve, coûtent pas très cher, donc on sait qu'à un moment on pourrait racheter les parts de quelqu'un s'il veut partir. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre pacte d'associés que nous, on est très conscients que c'est notre première boîte, qu'on est jeune et qu'il se peut qu'on veuille changer d'horizon, quoi. Parfois même de métier, mais en fait, on veut pas se mettre de bâton dans les roues et ça fait partie des règles du jeu de se dire, en fait, il faut savoir quand tu as envie de partir et que quand tu partes, ça ne se fasse pas un trauma pour tout le monde, quoi. Et c'est super important d'en parler et évidemment, ça se passe pas toujours nickel, mais et là, on est une toute petite structure, donc on va dire pas qu'on se contrôle, mais Mais oui, je crois qu'il y a quand même cette différence fondamentale entre l'association et l'entreprise, c'est justement ces parts de capital que tu n'as pas. Même si en association tu les as constituées, finalement elles peuvent pas t'appartenir. À moins de trouver des moyens pour te les réattribuer au moment où tu veux partir. Mais au fait comment? Parce que l'investissement en soi, une association, elle peut avoir des biens, mais elle peut pas. On va dire, elle peut pas avoir de l'argent qui dort, tu vois. Si, elle peut avoir la trésorerie. Ouais, elle peut même avoir être détentrice d'actions. Elle a vraiment les mêmes droits que. Mais par contre, les personnes membres sont pas détentrices d'un capital au sein de l'association. Après, tout dépend Tu peux des pas te statuts, servir des dans droits leur sur bien, le ça, compte c'est en sûr. banque. Enfin, c'est quand même assez contrôlé, donc si quelqu'un partait, c'est qu'il est assez filou, quoi. Ouais. Enfin, ça va pas être. Après, tu peux peut-être faire des petites douilles à base d'une prestation faite à la personne qui veut partir de la part de la C'est enregistré. C'est pas grave, on coupera au montage. Mais je pense que beaucoup de personnes font ça. Mais là, en plus, justement, on est salariés. Du coup, il y a ce truc. Vous êtes piégés. Mais peut-être que ça amène du coup sur la troisième partie qui est du coup la gestion des désaccords. Et comment justement on arrive à... dire un truc. Ouais, non, mais c'est que du coup, Pauline elle disait que cette différence c'était ses fonds, ses parts, mais j'ai l'impression aussi que c'est la manière dont va se constituer le projet collectif. Et que là, toi, tu parles beaucoup d'anticipation des dangers, des conflits, des départs, etc. Et j'imagine que quand on se lance dans une société, on anticipe justement toutes ces choses-là. Et du coup, je pense à nous, notre situation, quand on a créé l'association, on n'a rien anticipé. Ça, c'est... Dans l'écriture des statuts, on a... les départs... Enfin, je veux dire, ça restait... on ne savait pas l'ampleur que l'association allait avoir. Mais faire le choix de se salarier, c'est un choix très important, quoi. Ouais, mais ça arrivait 2 ans après. Ouais. Donc, c'est tôt. En fait, là, toutes ces questions-là, on se les pose parce qu'on se salarie maintenant. Mais en fait, avant, on était sur un fonctionnement d'auto-entrepreneur. Et il y avait plein de choses sur lesquelles on n'était pas sécure ou pas. Enfin, on aurait pu se retrouver dans la situation que tu décris, je pense. Peut-être. J'ai l'impression qu'il y a aussi ça. Après, on a l'air prudent, mais en soi, il y a plein de choses qu'on gère pas. Hein. Je pense Ouais. qu'on est quand même des bébés. En fait, de fait, c'est toujours d'entreprendre. Que ce soit, c'est pour ça que je disais un peu, même si des outils diffèrent, en fait, on entreprend tous un peu différemment, mais et du coup, c'est un risque. Je cherche pas du tout à le glorifier ou à dire que la vie d'entrepreneur c'est top et tout, mais de fait, en fait, il y a une forme de risque inhérente, quoi. Et du coup, quand tu démarres, tu as toujours plutôt tendance à parler des choses sur lesquelles tu as envie d'être d'accord, ou des choses, des envies justement. Et tant mieux, tu vois, parce que c'est quand même de là que ça part, quoi. Et il faut le garder, il y a ça, mais du coup il faut aussi parler des choses dont tu n'as pas envie, quoi, parce que ça va avec. Et ensuite, selon moi, quand tu as parlé quand tu es au clair sur les choses, sur les désaccords justement, après il faut faire attention à maintenir justement l'envie, maintenir les choses que tu as envie de faire ensemble, parce que du coup ça peut être ça aussi que tu t'effaces un peu
par le formalisme, par les relations de travail, etc. Donc après, il faut aussi se remémorer de pourquoi on fait ça, de pourquoi... C'est pour ça que nous, parfois, on a pris le réflexe, même si on n'est pas si nombreux, de se faire des temps de séminaire. Quoi. C'est parfois juste 3 jours, mais on se fait des questions-réponses, on remplit des trucs, on dit alors t'as répondu quoi? Mais ça permet de lancer le débat, de parler des choses qui gênent, parce que c'est très facile de parler ce qu'on aime, parfois de parler des problèmes, mais souvent des problèmes liés à un projet. Mais les problèmes de fonctionnement, c'est toujours plus dur d'en parler, surtout quand c'est des copains, parce que tu te dis non, mais là je sais qu'il est stressé, je vais pas lancer le sujet. Et puis le temps passe, et le problème parfois grossit, et il faut surtout pas attendre à ce que ça pète, parce que là tout le monde dit des choses mal, et là c'est dangereux, parce que vraiment tu mets en jeu un... Et donc les désaccords. Là, j'ai compris. Mais du coup, moi, Nous, on s'engueule beaucoup. C'est simple. C'est parfois y en a très souvent, mais... Moi, il y avait un petit sujet qui m'intéressait, mais peut-être pour vous entendre aussi. Un truc, du coup, ça fait une micro-parenthèse, je dirais. Non, mais le temps de travail et le temps perso. Nous, vu qu'on n'est pas salarié, on n'a pas cette question de congé, machin, truc, là. Mais du coup, on s'en offre quand même pas mal. Je pourrais pas faire le décompte. Enfin, avec Sabine et moi, on est quand même on est assez fortes là-dedans. À s'octroyer pas mal de temps perso. Alors moi, j'ai beaucoup de mal. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Là, genre demain, je vais tenter à midi de couper mon téléphone, mais ça va être un enfer pendant 4 jours. Alors qu'il y a 2 chantiers en route et tout. Enfin, ça va être très compliqué. Ça va toute la journée de base. Non. À midi et demi, je prends la voiture. Du coup, j'ai pas le choix. Mais j'avais l'intention de bosser un peu lundi, mardi, tu vois, mais non. Bref, et on essaye, je sais pas si on le gère très bien, mais en tout cas, on essaye de s'octroyer pas mal de temps, ou d'ailleurs, c'est jamais chacune en même temps, enfin, d'avoir au moins une journée par semaine où on fait autre chose aussi, ça peut être d'autres activités, enfin, se donner la possibilité de travailler pour, de continuer à travailler pour d'autres personnes si on en a envie, pour d'autres événements et tout. Et de toujours faire attention à quand la personne elle est fatiguée, de se le rappeler, des fois, voilà. On n'écoute pas trop, les copains, les copines. Non, mais là, tu devrais te reposer, machin et tout. Mais et en fait, ça, c'est vachement en fonction des personnes, quoi, aussi. C'est hyper compliqué de cadrer ce truc. Moi, je pourrais bosser tout le temps si j'étais jamais fatiguée, quoi. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est fou parce que nous, on a des rythmes aussi. César et moi, on est assez calmes. On va dire. Dans la vie. Non, mais tu vois, genre des dormeurs ou des trucs. Mais par exemple, Octave, c'est un hyperactif, donc notre troisième associé, et plus il travaille, plus il se sent bien. Ouais. Et sauf que nous, à côté, on est là, genre, ouais, mais moi, par exemple, je suis dans une équipe de natation, et c'est génial parce qu'en fait, comme je suis obligée d'être là pour l'équipe, je sors à 18h30 et c'est fini, quoi. Mais au début, je culpabilisais, je me disais, je dois quand même finir ça. Et en fait, on se rend compte que déjà dans le projet, tout le monde s'en fout. Quand tu leur dis je suis en congé, en fait, ils répondent d'accord. Genre des mails super agressifs, en fait. Ouais, on n'est pas. En fait, les gens s'adaptent. On travaille pas aux urgences. Non, mais on se le rappelle souvent, hein, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous font croire que genre il faut travailler très très vite. Le choix de la couleur de la chambre est vraiment c'est primordial. Mais du coup, nous on se force à dire en fait non. Ouais. Donc on se fixe des horaires et tout. Mais il y a un peu un principe aussi d'équité entre les personnes, c'est-à-dire que nous on se force un peu à comptabiliser un peu nos congés. Parce que il y a un tableau d'heures parce que juste on doit comptabiliser le temps qu'on passe sur les projets pour les facturer et tout comme ça. Mais et dedans on met nos congés aussi, on y réfléchit en tout cas, et parce que comme on n'a pas tous les mêmes rythmes et tout, on fait en sorte que tout le monde ait à peu près le même temps de vacances, quoi. Mais c'est vrai que si un jour il y en a un ou une qui est fatigué, c'est vrai qu'en tant qu'associé, on va se permettre de dire aujourd'hui
c'est un plus peu tranquille, quoi. C'est Mais, un peu le choix, enfin, c'est le mais choix on qu'on a fait assume. de ne pas être salarié, c'est de dire de pouvoir choisir un peu. Mais après, juste on a trop de travail, donc on ne le fait pas, mais on se dit que ce statut, c'est censé nous permettre de dire s'il y a des jours où on n'a pas envie, on va pas travailler, tu vois. Mais comme maintenant on est un peu une équipe et on doit faire tourner, on a maintenant un salarié et tout, du coup on n'est plus. Du coup on a des gens qui ont des horaires légaux, on va dire, donc avec lesquels. On s'adapte plutôt à eux que l'inverse, du coup, parce que eux, comme ils sont là, eux ils sont là 35 heures, eux ils sont là 35 heures, du coup nous on est un peu obligés d'être là en même temps, quoi, pour les encadrer et tout. Moi je me posais la question du nombre, du coup je le renvoie encore à l'expérience qu'on a avec Pauline, mais on a longtemps été 2 et en fait dans des prises de décision ou simplement des actions, réalisations, etc. D'être à 2, ça génère forcément des positions, ça peut facilement générer des positions frontales de conflit. Et en fait, là, on a ouvert l'association et on capte que quand il y a plus de gens, c'est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus dilué. Dans le regard qu'on peut avoir par rapport à une situation, dans les prises de décision, etc. Et du coup, là, j'ai l'impression que vous êtes 3 et 2 à 7 fluctuantes. Du coup, et du coup, je me disais même les gens géniaux aussi, du coup, parce que vous êtes vraiment 2 membres actifs. Comment... est-ce que vous voyez une différence dans le nombre que vous êtes, si vous avez expérimenté différents formats? Sur la prise de décision sur l'ensemble en fait, de la gestion de l'association, de comment vous peut-être mener les projets aussi. Est-ce que c'est... du coup, c'est une autre question, ça, mais est-ce que vous êtes à part égale à travailler à plusieurs, ou est-ce qu'il y a vraiment un porteur de projet ou une porteuse? Ça change tout le temps. Clairement, tous les 6 mois, la situation, elle change là-dessus. Depuis 5 ans. Il n'y a pas un semestre qui se passe de manière répétée. Sur la prise de décision, moi, je trouvais ça cool d'être hyper nombreuse. Parce que personnellement, je peux avoir des avis hyper tranchés des fois sur des choix même presque politiques de projet où je vais dire non, je suis pas d'accord, je veux pas. Et du coup, d'avoir plusieurs personnes, ça me fait prendre du recul. Il y a des arguments qui sont avancés. Et du coup, ça, j'aimais bien parce que c'était vivant, quoi. Genre, ça vibrait beaucoup. Et du coup, je pouvais complètement revenir sur mon choix. Mais en disant, par contre, je m'engage pas sur le projet. Vous l'avez, ok, on l'accepte, je pose pas mon droit de veto, tout le monde a envie de le faire, donc c'est trop cool, on l'accueille. Mais moi, je m'en extrais un peu, quoi. Et du coup, là, c'est là où tu laisses la place aussi à... chacune de s'investir ou pas en fonction de si le projet semble intéressant ou est-ce qu'il correspond ou pas à ta structure aussi. Mais du coup, dans la gestion de travail, sinon, c'est toujours aussi intense qu'on soit 7 ou 2. Et il y a juste un truc où, par exemple, là, il nous arrivait, une des meufs était malade, et du coup, d'être 3-4, et en fait, là, tu te dis, c'est trop bien d'être plus que 2. D'un seul coup on est 4 sur un projet, il y en a une qui est malade, qui part, poum, tu redonnes de l'énergie alors que tu n'étais pas prévu initialement, bref. Du coup ça, je trouve que c'est toujours une force en fait d'être plus que 2 et d'avoir toujours des personnes qui gravitent autour de nous pour prêter main forte, donc soit pour la prise de recul quand on a des idées un peu trop arrêtées comme moi, soit pour combler un manque aussi à des moments en cas d'urgence, quoi. Mais voilà, c'est des sensibilités aussi où avec Sabine on aime bien aussi avoir du monde autour de nous. Nous c'est pareil, c'est quand on est à 3 ou plus, parce qu'il y a d'autres personnes intervenants, la discussion est peut-être tout aussi longue mais plus éduquée, plus productive, dans le sens où on se modère en fait quand on va dire moi je trouve ça moche, et on va dire quand on est à 4, je vais peut-être pas dire ça, tu vois, je vais dire je trouve que c'est déséquilibré, mais c'est vrai qu'on apprend à nuancer, alors que parfois quand on est à 2, par exemple pour nous 2 où c'est le plus du tac au tac parce qu'on fonctionne aussi comme ça, mais ça peut, par exemple aux yeux d'un salarié, parfois il va se mettre en position de se dire est-ce que c'est une engueulade de couple ou c'est des associés ou... Parce que par exemple, ce qui peut énerver dans des associés qui se connaissent beaucoup, c'est de partir sur des a priori.
de se dire mais toi tu vas dire ça quoi. Je sais ce que tu veux dire. Et ça énerve, enfin ça te fait partir au quart de tour parce que tu te dis bah, j'ai le droit de changer d'avis déjà. Et puis si je suis pas d'accord, il y a aussi des raisons, tu vois. Mais il faut en fait quand il y a des désaccords, nous ce qu'on essaye de faire c'est toujours de bien argumenter le désaccord pour déjà vérifier s'il est légitime. Et après, bah, quand on est à 3, on va s'adapter. Quand on est à 2, on va laisser plutôt, ça va peut-être laisser décanter, remettre le sujet, laisser décanter, parce qu'en fait, de fait, nous, on est toujours porteurs de projet. Donc à un moment, il y en a un qui aura le dernier mot ou qui fera avancer le truc. Donc parfois, on aura une discussion sans vraiment une conclusion satisfaisante. L'autre va... Par exemple, moi, je vais récupérer le projet, je vais continuer à travailler, peut-être à côté ou sur un sujet indirect. Et quand on va remettre le sujet sur la table, on va dire, ah oui, bah en fait, on va adapter nos décisions. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand il y a des désaccords parce que c'est frustrant, quoi. Parce qu'on se dit, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça fait un peu peur au début parce qu'on se dit, est-ce que c'est grave ou pas et ça peut revenir après, plus tard. Voilà, en fait, le truc, c'est que nous, on essaie qu'il n'y ait pas de rancune, tu vois. C'est que si un désaccord, on met sur la table du mieux qu'on peut. On est par exemple dans un... Je pense que ça joue beaucoup, mais on partage nos bureaux avec d'autres personnes, un graphiste, réalisateur, tout ça. Et donc, quand on discute, tout le monde nous entend. Et c'est stupide, mais parfois, tu te dis, bon, bah... Calmer le jeu, quoi. On va se calmer parce que on pourrit la concentration des autres. Mais en fait, il faut beaucoup se mettre à la place de l'autre. Et quand il s'agit de décisions de conception, c'est vrai que c'est difficile parce que parfois, on ne va pas céder sur certains choix. Et il faut voir à quel point on tient notre position. Et moi, je suis un peu comme toi, quoi. Je peux être très... non. Mais ou comme César qui a la maladie du non. Tu vas dire il met le gobelet à droite et il va dire non et il va le mettre à droite. D'accord. Et il y a par exemple une chose qui est super enfin ça va un peu avec les désaccords mais nous on est dans des métiers où par exemple la vie de César va souvent être beaucoup plus valorisée que le mien quand on parle à l'extérieur. Et du coup, quand il y a des désaccords, c'est super chaud parce que... en termes de genre. En termes de genre, oui, par exemple. Qui pensent comme des mecs. Les hommes et les femmes. Donc par exemple, quand moi je vais avoir un avis technique qui est justifié, tu vois, parce que j'ai une expérience, que je suis née par exemple dans des chantiers, donc il y a des choses, je sais que ça tient pas, quoi. Et si César ou Octave vont dire oh non, moi je crois que ça tient, et tout de suite ça va aller vers ça. Et donc c'est des désaccords qui peuvent amener parfois à des malaises qu'il faut être capable de discuter, quoi. Mais il y a ce truc. C'est nécessaire d'avoir des désaccords. C'est un peu éloigné de ta question, mais il y a ce truc effectivement de rapport, d'accord et désaccord entre nous et après vis-à-vis de personnes tierces, comme des clients par exemple. En fait, nous on fait très attention à on en a parlé tout à l'heure, mais à ce que s'il y a en fait, on peut avoir des désaccords, mais on essaie de, on les montre pas aux clients en fait, parce que pas pour des raisons, pas que pour des raisons mercantiles ou des raisons parce qu'on se décrédibilise. Mais c'est pas qu'une question de crédibilité, c'est aussi, c'est ça aussi, mais c'est pour dire que on peut avoir des désaccords sans que ça mette en péril la structure ou les décisions du projet ou quoi. C'est juste que en fait nous on sait qu'on apprend à ravaler notre fierté dans des situations. On sait qu'il y a des moments où c'est pas le moment de parler, tu vois, où c'est pas le moment de... S'il y a par exemple, moi je suis chef de projet sur un truc, et Inès et Octave on va se retrouver sur un chantier ou un truc, il y a un truc sur lequel ça qui les fait tiquer, et ils vont me le dire, mais dans un autre contexte plus tard, ou un truc où on va trouver le moment d'en parler, on va dire là en fait moi j'ai pas trop aimé ça, j'aurais aimé qu'on le fasse différemment, machin. Et l'avantage
qu'on a nous, c'est que en fait, la situation, elle se présente régulièrement, mais pour chacun de nous trois. Donc à chaque fois, ça tourne. Donc en fait, il n'y en a pas un qui est toujours en désaccord avec les deux autres, c'est toujours. C'est tournant, quoi. Donc, puis il y a des moments où on est d'accord aussi. Et quand même. Mais c'est vrai qu'on a une tendance à aimer critiquer les choses. Et c'est tellement facile de critiquer qu'on va toujours dire non, mais ça. Mais c'est un jeu, quoi. Donc, soit il y a des gens qui ont le caractère à aimer le débat, avoir besoin du débat ou une espèce de faux conflit pour avancer. D'autres aiment beaucoup qu'on les flatte. Non, ça varie, quoi. Mais ça ressouligne cette question de responsabilité, même si vous n'êtes pas d'accord en interne, quand vous êtes à l'extérieur, pour une question de crédibilité, vous portez une responsabilité commune et c'est un avis qui est avancé, même si tout le monde n'est pas d'accord, au bout d'un moment, de dire, on porte tout ça. Ça, c'est un truc qu'on a aussi appris à l'école, c'est-à-dire et qui est, je trouve très spécifique du métier de l'architecture, c'est que dès la première année, on te dit que tu es responsable, que c'est un métier d'intérêt public, d'intérêt commun, et que finalement ton projet, en plus tu as une garantie décennale, ce qui n'est pas rien. Donc à un moment tu te dis je dois assumer ce que je dis et je dois défendre, quoi. Mais je dois aussi assumer les erreurs. Pour répondre à ta question, du coup, côté gens géniaux, nous c'est vrai qu'on est deux et on peut avoir des moments de désaccord où du coup on rentre finalement en opposition. Mais on a développé un outil, on va dire. On peut dire comme ça. Ouais. Alors, qui s'appelle très ironiquement le coussin de parole. Donc, notre thérapie à conflit. Voilà. Et en gros, quand on sent qu'il y a des tensions, des petites choses qui commencent un peu à gripper la mécanique, on s'impose un cadre. Et d'ailleurs, je trouvais ça très intéressant le cadre du séminaire, mais je reviendrai. Mais nous, on se dit, là, ça y est, le coussin de parole, il est ouvert. Du coup, on met tout sur la table et on essaye de pas pointer du doigt, mais plutôt adopter une posture où on dit, moi, je suis pas sûre de ça, ou j'ai pas aimé comment ça s'est passé là, et pas, en fait, quand tu fais comme ça, c'est n'importe quoi, ou quand tu fais comme ça, j'aime pas, c'est plutôt, moi, je le reçois de cette façon. Et du coup, ça nous permet d'ouvrir les choses et de parfois se rendre compte que l'autre nous a perçus d'une certaine façon, alors qu'en fait, on n'était pas du tout opposés ou mécontent, ou c'est d'une humeur où t'as pas envie de parler, ou t'es sensible. Ça permet aussi de dire écoute, là cette semaine je suis pas hyper bien dans mon assiette, donc si on peut faire en sorte que on aille doucement sur les critiques ou sur les points où ça peut être un peu sensible, je serai plus confortable, et comme ça on s'écoute aussi beaucoup pour que le reste des choses qu'on a à faire, elles soient beaucoup plus apaisées et on le prend beaucoup moins personnellement parce qu'il y a eu ce cadre-là et on a pu mettre les choses sur la table. Donc nous, c'est notre petite astuce qu'on s'est trouvée. En plus, au tout début des gens géniaux, on était 3. Et ça permettait d'avoir cette espèce de structure de trépied où il y a une personne qui est presque médiatrice parfois, parce qu'elle n'est pas vraiment d'accord avec l'un, elle n'est pas vraiment d'accord avec l'autre, mais bon, elle rallie quand même un bord. Et là, d'être à deux, on est un peu obligé justement de vraiment tous dire pour que ça fonctionne bien et qu'on soit à l'aise l'une avec l'autre. Et du coup, les séminaires, c'est aussi un autre cadre, mais je trouve ça tout aussi intéressant que ce soit pas un moment justement un peu random où justement tu es au pic de l'énervement parce que tu dis mais non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Non, en fait, on ouvre le cadre et c'est là qu'on pose les choses, et en plus, ça te force à adopter une certaine posture et pas à réagir sous le coup de l'émotion. Surtout que dans les désaccords, parfois, très clairement, tu as le séminaire, c'est un temps qui est donné. Mais parfois on a un désaccord, mais dans 1 heure tu as une réunion, tu vois. Donc tu te dis, je suis désolée, mais je dois partir préparer ma réunion. Et parfois tu dois dire, je ne coupe pas le conflit
conflit ou le dialogue parce que ça me saoule, c'est parce que j'ai un truc à faire. Et parfois, ne serait-ce que quitter une conversation sans l'avoir résolue, parfois ça peut être super malaisant. Super cool. Malaisant ou très mal vécu par... Enfin, on a eu des situations où on a eu l'impression que la personne claquait la porte, alors que c'était en fait, je me préserve parce que si le ton monte trop ou je donne trop d'énergie à cette discussion, bah, je serai vidée pour ce qui me reste à faire après, et dont j'ai la responsabilité d'être au taquet, de connaître les chiffres de mon truc, et de ne pas arriver le lendemain en disant désolé, mais on a eu un débat éternel, je n'ai pas fait les plans. Et voilà, parfois on se dit c'est comme ça, et on a eu du mal, parce qu'il y a des moments où on sait le truc. On dit toujours que le temps de l'esquisse c'est toujours trop court, quoi. Alors moi j'ai juste une question, est-ce qu'il vous arrive parfois quand vous commencez justement de pas travailler ensemble, vous trouvez que c'est trop dangereux, que chacun bosse pendant un petit temps sur un scénario, que chacun y aille un peu de son côté pour ensuite se confronter, vous trouvez que c'est trop dangereux parce que du coup chacun s'est fait une idée assez propre? En fait ce petit temps il n'est jamais égal pour tous. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais le même temps dispo pour faire de l'esquisse ou des réflexions. Ouais. Et donc, quand on se dit, dans 2 semaines, on met à plat toutes nos idées, un ou une aura eu plein de temps et plein d'énergie pour faire plein de choses, et l'autre se sera retrouvé à faire 3 candidatures qui sont tombées comme ça. Est-ce que c'est pas du coup un peu fasciste, parce que cette personne qui a eu plein de temps va forcément assumer une paternalité un peu plus forte parce que oui, mais il a eu le temps, donc un peu, c'est en fait celui qui propose est quand même gagnant. Tu vois, tu peux pas dire, en fait le temps tu l'as eu, tu l'as pas saisi consciemment ou inconsciemment, mais il y a un moment le temps du chantier doit avancer. Donc, et puis on a choisi de travailler ensemble, on n'est pas concurrents. Donc, et puis qui dit qu'il a proposé plusieurs idées, c'est qu'on a le choix, et rien ne dit qu'on va pas l'adapter. En fait, on va rarement être à côté de la plaque. Ouais. En fait, c'est le fait d'avoir travaillé pendant longtemps ensemble fait qu'on sait à peu près à quoi s'attendre les autres dans la conception, on va dire. Oui. Et on a développé une confiance mutuelle qui fait qu'on se laisse assez de liberté, de latitude à chacun, tu vois, pour développer les trucs. Et effectivement, il y a un peu un truc, nous, dans notre organisation, c'est quand il y a des nouveaux projets, on dit, je sais pas, naturellement, Inès était en relation avec le client dès le début, c'est du coup elle qui va être chef de projet, parce que c'est elle qui va être tout le temps faire les échanges et tout. Et du coup, c'est elle qui va y consacrer la majeure partie du temps, mais ça n'empêche pas les autres. Alors déjà, on a des temps toutes les semaines ou régulièrement où on met les choses sur la table et on dit, on décide. Et il y a d'autres puis il y a d'autres moments où tu peux dire tiens, j'ai pensé à un truc pour le projet, ce serait pas mal de réfléchir à ça. Et ça peut être juste une idée dans un coin de cahier, tu vois, mais le truc c'est que de fait, moi j'ai pas, sur cet exemple où Inès est chef de projet d'un truc, j'ai pas toutes les données qu'elle a, toutes les subtilités du projet que tu as quand tu fais les rendez-vous avec sur place, les rendez-vous de chantier, les machins. En fait, il y a plein de subtilités que je connais pas. Et c'est du coup, il y a des choses que je peux suggérer des idées, mais je sais qu'à un moment, Inès, elle va me dire en fait, non, c'est pas possible parce qu'il y a telle info que t'as pas et que. C'est trop cher. C'est trop cher, par exemple, ou non, c'est trop tard, ou non, c'est pas possible techniquement, un truc comme ça. Mais ça permet aussi, cette distance, ça permet aussi d'apporter des idées fraîches et neuves un peu dans des trucs où t'es vraiment le nez collé dedans. Mais c'est là où il faut pas mal le prendre, tu vois. Quand on dit c'est trop cher, ou c'est trop tard, ou l'entreprise veut pas le faire, faut pas mal le prendre. Et quand on a eu par exemple le conflit avec le pote il y a très longtemps sur le projet, c'était qu'en fait il acceptait pas qu'on dise c'est trop cher, parce qu'en fait c'était trop futile comme remarque. Et tu disais, mais en fait la réalité de notre métier est quand même très économique ou pragmatique. Donc nous on essaye de ne pas se frustrer, mais on essaye aussi d'avoir une vision réaliste et d'adapter. Par exemple, si on dit si cette idée est trop folle, comment est-ce que je la ferai pour que ça rentre, quoi. Et souvent les autres vont s'y mettre pour adapter, pour réfléchir. Alors peut-être pas sur l'immédiat, mais tu vas partir, tu vas boire un verre avec d'autres copains et tu reviens et tu te dis mais en fait ça ce serait trop cool. Mais aucun de nos projets en fait n'est signé de l'un ou de l'autre. Il n'y a jamais
il n'y a jamais aucun projet où on dit ça c'est vraiment le projet de Inès ou le projet de César. Parce qu'en fait on est tellement passé dessus, en fait les projets sont assez longs et on est tellement tous un peu passés dessus qu'à la fin bien sûr il y en a toujours un qui est un peu identifié comme le chef de projet et qui a suivi vraiment et tout et en fait c'est pas grave, tu vois, je sais pas, le projet qu'on a fait au 5 Toits, par exemple, c'est Octave, il a passé beaucoup plus de temps que nous parce que c'est lui qui faisait les rendez-vous de chantier et tout. Et du coup, je sais pas, on a gagné quelques prix avec ce projet. Octave était sur scène à recevoir les prix et tout, et il n'y avait pas ce truc de. Enfin, même lui, tu vois, il dit pas c'est mon projet, en fait, il dit c'est notre projet. Et c'était juste naturel qu'il le représente, et voilà, et à partir du moment où c'est clair entre nous, ça pose pas de problème. Ouais, et puis c'est pareil, c'est à nouveau, c'est une règle du jeu, quoi. Enfin, on travaille ensemble, et donc à partir de ce moment-là, la parentalité du projet, elle disparaît. Hein. Enfin, en tout cas, nous, c'est pareil. Enfin, là, je disais que c'est moi qui dessine, mais à aucun moment, je vais revendiquer que c'est moi qui dessine, quoi. Dans la manière dont on peut présenter les projets. Surtout que c'est dangereux, quoi. C'est dangereux, et puis en fait, vu que. C'est ta faute. Ouais, et puis en plus, nous là, on dessine et on construit. Et en fait, je vais pas être seule à construire, hein. Va y avoir tout un tas de cerveaux, donc, et tout un tas de mains qui vont changer pas mal de trucs, quoi. Donc, et ça, c'est une espèce d'ego artistique là, que tu es obligé de mettre de côté. Mais parce que tu as accepté le jeu du collectif aussi et de le faire ensemble. Mais c'est tout la difficulté du collectif. Hein. Nous, même si nous, ouais, on ne se présente pas vraiment comme un collectif parce qu'on est 3, on n'a pas vraiment un fonctionnement, un fonctionnement hiérarchique, etc. Et non, mais bon, mais en revanche, on a beaucoup travaillé dans des contextes collectifs avec plus de monde, beaucoup plus horizontaux, etc. Et de fait, il y a toujours cet équilibre à trouver entre l'envie commune et les personnalités de chacun et la place que tu laisses à chacun. Donc, en fait, c'est un équilibre vraiment, c'est un jeu d'équilibriste où tu peux pas prendre l'un au détriment de l'autre. Enfin, si tu vas trop dans une direction ou dans l'autre, ça marche pas. Et du coup, si tu noies tout dans on parlait des responsabilités, si tu noies tout dans le commun, en fait, à un moment, tout le monde s'en fout et il y a plus. L'envie, elle peut se noyer, quoi. Mais voilà, mais ça n'enlève pas qu'on aime bien qu'on reconnaisse ce que chacun a fait. Oui. Oui, c'est ça, à l'inverse, ça c'est quand même super important de se dire là, la personne, là t'as géré, là tu sais faire, parce que ça on a parfois du mal à se le rappeler et ça peut cramer quelqu'un. De se dire, mais en fait personne ne reconnaît mon boulot. Non, le remerciement à la fin d'une tâche ou à la fin d'un chantier ou quoi, c'est nécessaire. Quoi. Et tu peux aussi avoir ça m'est arrivé sur un projet où on était vraiment très 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 nombreux à avoir mis notre nez dans le dessin. Mais la fierté de dire, en fait là, c'est une telle et une telle qui l'a dessiné, mais parce qu'elles sont en début en plus de... Enfin, tu vois, sortie de diplôme, cette espèce de truc où regardez comme elles sont trop fortes. Genre, c'était leur premier dessin, leur premier plan de chantier. Donc, tu les mets en avant, quoi. Mais c'est toi qui as décidé de les mettre en avant. Mais effectivement, après, tu félicites tout le monde. Nous, on fait beaucoup ça aussi pendant les chantiers, quoi. Genre, on s'applaudit assez souvent. Genre, waouh, on est arrivé. Mais toujours dans un truc où c'est ensemble, quoi. Genre, c'est dans le groupe constitué... qu'il y a des remerciements globaux, pas tant ciblés, à part si vraiment il y a une personne qui a un peu plus douillé, on la porte un peu plus avec des félicitations ou quoi. C'est hyper important ça. Bon, je pense que ça va être un petit peu le mot de la fin. Ah ouais, en plus c'est pas mal. Apprendre à se féliciter, se remercier. Merci d'avoir écouté cette parlotte. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Merci également à nos invités et aux participants. Et merci à Émilie Joquiel pour l'enregistrement et la réalisation de ce podcast. Ce cycle de table ronde est porté par l'association Les Gens Géniaux. Vous pouvez soutenir ce projet par votre adhésion à l'association ou lui faire un don sur Hello Asso, lien présent sur nos réseaux. L'inscription aux parlottes est totalement gratuite et ouverte à tous. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @association Les Gens Géniaux ou directement sur notre site internet www.lesgensgeniaux.fr.